on va pouvoir commencer. Donc, voilà, Monsieur Linois. Hop. Bonjour, Monsieur Linois. Alors, du coup, pour ceux qui me connaissent ou pas, donc bonjour, moi je suis Damien, je suis chargé support SAV chez Carnot depuis maintenant presque 5 ans. Et depuis l'année dernière, j'ai Linda qui m'a rejoint au sein du support justement pour pouvoir répondre à vos demandes. Donc Linda, si jamais tu peux faire un petit coucou pour montrer ta tête. Coucou, moi c'est Linda. Donc je suis le binôme aussi de Damien depuis 1 an maintenant, exactement. Donc voilà, je suis aussi là pour répondre à vos questions. Voilà, donc encore une fois, donc comme je l'ai dit, si vous avez des petites questions, voilà, vous n'hésitez surtout pas à les noter sur le chat. Linda ou les autres membres de l'équipe se feront un plaisir d'y répondre. Et si jamais il y a besoin d'un développement supplémentaire, à ce moment-là, on y revient juste après. Donc, j'ai regardé, moi, les inscrits au webinaire. La plupart, c'est vrai que vous connaissez déjà bien Carnot. Voilà, mais les rappels d'aujourd'hui, voilà, ce sera aussi bien pour les anciens clients que pour les nouveaux. Donc voilà, on va commencer tout d'abord par la remise en route des compteurs après l'hiver. Donc la première chose à faire, ça va être la remise en charge des compteurs. Donc tout d'abord, voilà un petit rappel pour commencer. Un compteur Carnot, donc c'est maximum 15 jours sans batterie. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos batteries sont en lithium et le lithium n'aime pas du tout rester à 0% trop longtemps. En fait, les risques que ça peut engendrer, c'est que ça peut soit fausser votre niveau de batterie, donc vous pourriez croire que votre Carnot est à 100% alors qu'en réalité, il ne l'est pas. Ou alors, au pire, vous pourriez détériorer en fait la batterie du Carnot. Le temps de rechargement habituel est de 5 à 6 heures. Si le compteur Carnot reste à 0% au bout de ce temps, en fait, ça peut arriver parfois. Il faut vous assurer déjà que vous l'ayez mis en charge dans un endroit qui soit le plus dégagé possible. Donc, on sait que voilà, parfois vous avez des maisons qui sont assez bien isolées ou des hangars voilà, avec du métal au-dessus, tout ça. Et donc, c'est peut-être pas le meilleur endroit voilà, pour les mettre en charge ou pour que ça capte correctement. Donc, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est le mettre en charge près d'une fenêtre ou proche de l'extérieur. Donc, comme je disais, si le compteur Carnot reste à 0% au bout de ce temps-là, vous l'avez bien mis en charge près d'une zone où ça capte le réseau, en fait, il faut le laisser un peu plus, on va dire environ 24 heures. Pourquoi? Parce qu'en fait, le lithium, quand il tombe à 0%, ne tombe pas vraiment à 0%, mais continue à descendre dans les négatifs. Donc, ce qu'on appelle en fait un temps de précharge, le boîtier est en décharge profonde. Donc, ça va nécessiter un temps beaucoup plus long en fait de rechargement. Donc, ce temps de précharge va avoisiner, on peut avoisiner entre 10 et 15 heures. Et ensuite, on passe au-dessus de 0%. Et là, on enchaîne seulement sur les 5 à 6 heures de charge réglementaire au niveau du boîtier. Une fois que vous l'avez rechargé, vous pensez bien surtout à refermer le bouchon vraiment correctement. C'est vraiment important pour assurer une étanchéité complète du boîtier. N'hésitez pas à le fermer de manière assez ferme pour être tranquille avec ça. On va faire un petit rappel justement suite à la charge. Donc pour Madame Olive qui vient d'arriver, donc j'ai dit on fait une charge de 5 à 6 heures, on met à charger dans un endroit où ça capte et si le boîtier reste à 0%, on peut monter jusqu'à 24 heures de charge. Voilà, parfois la batterie nécessite un temps de charge plus long. Au niveau du fonctionnement des LED, c'est une question qui revient assez régulièrement sur le chat et dont on a fait un article. En fait, je vous présenterai ça tout à l'heure dans une autre partie. Donc, en fait, un petit rappel au niveau des LED du boîtier. Donc, vous avez en fait tout d'abord la LED de batterie qui se situe ici tout à gauche. Donc, cette LED de batterie, elle peut soit s'allumer en blanc ou en rouge en fonction. Donc, en fait, si elle s'allume en blanc, c'est que votre compteur est en recharge et il a plus de 20% de batterie. Si cette LED est en rouge, ça veut dire que c'est un témoin visuel pour vous indiquer qu'il a moins de 20% de batterie. Donc, c'est une des façons de vous indiquer que le boîtier est à recharger. Il y en a une autre, on y viendra tout à l'heure. Ensuite, vous avez la LED d'enregistrement des données. C'est en fait le petit disque en fait, qui clignote rouge là actuellement en dessous de mon doigt. Et justement, quand cette LED clignote, ça veut dire qu'elle enregistre des données en mémoire sur le boîtier. Ensuite, vous avez la LED d'envoi de données donc, qui correspond à des petites barres réseau. Là, vous voyez qu'elle est fixe actuellement. Je ne sais pas si je vais zoomer un petit peu. Voilà. Vous voyez qu'en fait, elle est fixe actuellement. Ça veut dire qu'elle est en train de transmettre des données à notre serveur.
Elle peut cependant également, habituellement, enfin, elle est éteinte, cette LED. Ensuite, elle peut commencer à clignoter en vert. Ça veut dire qu'elle va commencer à essayer de se connecter au niveau d'une antenne relais. Si elle y arrive, parce que l'antenne est assez proche, parce que le réseau est assez bon, à ce moment-là, elle passe en fixe, en vert fixe, et elle transmet ses données. Le boîtier, il va toujours chercher à essayer de se connecter au réseau, au meilleur réseau et le réseau le plus proche. Et donc, il va nous envoyer en fait les données. Il va nous demander, nous aussi, qu'on lui envoie un accusé de réception en lui disant « c'est bon, on a bien reçu les données, tu peux les effacer ». Ça, c'est une sécurité supplémentaire pour pouvoir conserver les données correctement, soit dans le boîtier, soit sur les serveurs en fonction. Ensuite, vous allez avoir également la LED Bluetooth. Donc, pour ceux, et il y en a parmi vous qui sont possesseurs de Carnot Outil ou de Carnot Chauffeur, en fait, cette LED Bluetooth va justement permettre la communication entre les Carnot Outil, Carnot Chauffeur avec le compteur Carnot. Ensuite, vous allez avoir la LED GPS. Donc là, vous voyez actuellement, elle clignote. Ça veut dire qu'on capte du GPS. Et donc, à chaque fois que le boîtier clignote en orange, il enregistre un point GPS. Donc, il capte un point GPS et ensuite, il l'enregistre à l'aide de la LED de disque que vous avez vu tout à l'heure qui clignote en rouge également. Et pour finir, vous avez, j'ai oublié, donc la LED de contact sec. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont le module de comptage de balles. En fait, vous allez brancher un capteur dessus qui va être relié à la porte de votre presse, pardon, et qui va en fait à chaque fois s'ouvrir et se fermer, donc ouvrir l'aimant et le refermer pour déclencher un comptage à chaque fois d'une unité, donc une balle qui sera faite. Et pour finir, vous avez le témoin power. Ce témoin s'allume tout seul, donc comme on vous l'a déjà signalé, le boîtier s'allume tout seul à les vibrations, s'éteint au bout d'1 heure sans vibration. Du coup, une fois qu'on a fait, que vous avez rechargé le Carnot, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est un état des lieux de la flotte sur votre compte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran, je vais vous montrer comment moi je viens me connecter, comment je viens vérifier ça sur mon compte. Voilà. Donc, juste les filles, si vous pouvez me dire si mon partage d'écran fonctionne bien. Voilà, normalement, ça devrait être bon. Voilà. Nickel, Damien. OK, nickel. Donc, voilà, je me connecte avec mes identifiants à moi et donc, je vais arriver sur mon compte. La première chose que je vais faire, c'est qu'en un coup d'œil, donc en fait, je vais me rendre ici sur la page des Carnot. En allant dessus, voilà, je vais juste baisser parce que c'est vrai que je parle assez souvent sur le chat, donc c'est vrai que parfois il faut mieux me clouer le bec, c'est pas plus mal. Donc du coup, au niveau de la page des compteurs Carnot, en un coup d'œil, vous allez pouvoir voir si un Carnot est en activité, s'il s'est bien connecté dernièrement, ou alors si il y a lieu d'avoir un souci. Donc en fait, si juste il ne s'est pas connecté à un réseau. Ça, alors, il va se colorer en rouge. Ce n'est pas forcément un problème, mais une vérification s'impose quand même. Du coup, en fait, si ce Carnot ne se connecte pas, vous allez recevoir par email une alerte santé. Donc, une alerte santé, qu'est-ce que c'est? C'est un signalement par email vous informant qu'un compteur Carnot ne s'est pas connecté depuis 48 heures. Comme je vous l'ai dit, ça peut être bénin, mais ça peut aussi présenter, ça peut être un souci. En cliquant sur le compteur en fait Carnot en rouge, vous avez un message ici qui s'affiche, donc je vais pas vous le lire, voilà, je vous laisserai si jamais en prendre connaissance quand vous avez un souci, mais en gros, ça dit qu'il ne s'est pas connecté depuis 48 heures et il faut le mettre dans un endroit accessible avec du réseau et se rapprocher de nous si besoin et vous allez pouvoir remplir un diagnostic. Donc, je vous montre un petit peu ce que c'est. C'est en fait, on vous demande de répondre à plusieurs questions, notamment votre adresse email, le numéro complet du boîtier. Notez bien les lettres et les chiffres complets. Parfois, on a des clients qui nous envoient juste la dernière lettre et les 2 derniers chiffres. Alors, voilà, on ne sait jamais. Vous pourriez avoir très bien le H24 avec les séries F et les séries G. Et nous, ça nous aide grandement de pouvoir mettre le numéro complet, donc 3A, F par exemple, H24. Ensuite, vous avez l'état des LED. Donc, en fait, c'est ce qu'on vient de voir tout ensemble. Vous allez, à la suite du rechargement et de ce qu'on vous aura demandé d'aller effectuer un tour aussi avec pour capter le réseau, vous allez pouvoir remplir les différents états de LED. Par exemple, la LED batterie, quand je la mets sur le secteur, effectivement, elle s'allume en blanc. La LED disque, elle clignote bien en rouge. La LED de connexion réseau, moi, elle ne s'allume pas dans mon cas. OK, je vais le noter. La LED Bluetooth, effectivement, elle peut s'allumer en bleu. La LED GPS, c'est en orange. La LED de contact sec, elle ne s'allume pas parce que moi, je n'ai pas de module comptage de ballots, donc elle ne s'allume pas. Et la LED power, elle est en vert. En fait, le fait de remplir ça vraiment, et en suivant les indications qu'on vous a données, nous, ça va nous permettre d'être réactifs sur ce qu'il y a à faire.
L'intérêt, en fait, c'est voilà, d'avoir toutes les informations pour établir une conduite à tenir concernant le compteur Carnot. C'est pareil, au niveau du chargeur, lorsque vous branchez votre boîtier, donc il va soit s'allumer en vert, soit s'allumer en rouge. En vert, en fait, c'est lorsque le courant passe jusqu'au chargeur, mais qu'il ne délivre pas de charge au niveau du compteur Carnot. Pourquoi? Parce qu'en fait, soit le compteur Carnot ne va pas prendre de charge, soit, en fait, tout simplement, il a fini de charger. Et lorsqu'il s'allume en rouge, ça veut dire que le compteur Carnot est en train de charger. À ce titre, j'attire également votre attention juste sur un petit point, c'est l'utilisation des chargeurs. Vous avez normalement sur votre Carnot une étiquette à côté du bouchon qui va vous dire si le chargeur correspond à un 12,6 volts et vous allez également avoir la même pastille verte sur le chargeur. Donc faites bien attention de d'utiliser le bon chargeur avec le bon boîtier. Ensuite, on vous demande voilà, un petit renseignement sur le placement du matériel et aussi une description brève voilà, du contexte un petit peu. Une fois que vous l'avez envoyé, Linda et moi allons recevoir en fait l'alerte et du coup, nous allons pouvoir être informés de l'état des lieux de ce boîtier et de pouvoir y répondre le plus rapidement possible. Une fois que ça c'est fait, la prochaine étape, et je vais revenir sur mon écran, la prochaine étape va être de positionner en fait vos matériels vos Carnot sur le matériel, que ce soit Carnot outil ou Carnot chauffeur. Donc en fait, vous avez vérifié dans un premier temps que le Carnot reprenait bien la charge. On a pu constater que tout allait bien sur le compte. Donc maintenant, ce que vous allez faire, c'est physiquement poser en fait les boîtiers Carnot, donc le compteur Carnot ainsi que les Carnot outils ou Carnot chauffeur sur les matériels ou dans les tracteurs en fonction de la nature de votre entreprise. Donc, je vais commencer avec les CUMA. Donc, pour toutes les CUMA, sauf les CUMA intégrales, bien évidemment, et les clients qui font de la location, il n'y a pas de discussion possible. Le boîtier Carnot, le compteur Carnot sera positionné en fait sur le matériel, le plus centré possible par rapport à la largeur de votre matériel, qu'il soit à l'avant, au milieu ou à l'arrière, on s'en fiche. Le principal, c'est qu'il soit le plus centré possible quand c'est possible, bien évidemment. Hein. Parfois, ce n'est pas forcément la meilleure des positions, mais on essaye de centrer le plus possible. Ce qui va également falloir, c'est qu'il soit dans un endroit le plus dégagé possible. Donc, on ne le met pas en dessous d'une tonne, on ne met pas voilà, où il y a du métal juste au-dessus, parce qu'en fait, si vous voulez, au niveau du boîtier, vous avez les antennes qui sont juste en dessous du capot ici. Donc, il faut vraiment qu'il soit dans un endroit, voilà, dans un endroit le plus dégagé possible. Soit à l'avant sur l'attelage, soit sur le dessus, soit à l'arrière pour certains matériels. Voilà, il faut essayer de s'adapter en fonction du type de matériel. Et à ce titre, j'attire votre attention également sur le fait qu'on a des emplacements ici sur le Carnot pour pouvoir mettre aussi des serre-flex, en fait, si vous voulez. Donc, ça peut aider à fixer un Carnot sur un endroit qui ne serait pas totalement lisse. Et donc, vous pourriez, voilà, pour éviter une chute, hein, tout simplement. Pour les autres clients, compteur Carnot, c'est en cabine. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout simplement là que vous devez le mettre. Il n'y a pas de sujet, c'est en cabine, sauf si vous êtes en CUMA. Et vous faites de la location à ce moment-là, c'est sur le matériel. C'est ce qu'on vient de dire. Justement, à ce propos, j'attire votre attention aussi pour tous les clients qui mettent les Carnot en cabine, c'est qu'on peut nous vous fournir chez Carnot des plaques métalliques qui sont gratuites pour pouvoir faciliter le positionnement dans les cabines. En fait, vous avez dans les cabines des montants et dans ces montants, vous avez la plupart du temps, pas tout le temps, mais vous avez la plupart du temps des caches en fait avec des pas de vis à l'intérieur. Vous allez pouvoir positionner la plaque sur le montant, vous allez venir la visser, vous allez positionner, en fait, venir aimanter la plaque, je ne vais pas le faire dessus, sinon j'ai plus de doigts, vous allez venir le faire et l'aimanter dessus, et ça a un triple intérêt pour vous. Ça a un triple intérêt, pourquoi? Parce que premièrement, le Carnot, il est à l'abri dans votre tracteur. Deuxièmement, il sera visible par votre chauffeur et vous pourrez vérifier l'utilisation des LED, l'usage des LED, enfin voilà, que le Carnot s'allume bien, il fonctionne correctement, tout ça. Et troisièmement, en fait, vous allez pouvoir également libérer l'espace de travail de votre chauffeur. Voilà, le Carnot ne va pas se promener, soit sur le siège, soit il va être mal mis dans la boîte à outils sur le côté, dans le montant de porte ou sur le tableau de bord. Enfin voilà, c'est pas pratique. Donc là, nous, on a éprouver ça, donc ça fonctionne, ça ne change rien au niveau de la prise de points GPS, le positionnement quand vous êtes tout sauf CUMA ou loueur, c'est en cabine. Et vous pourrez également venir brancher en direct votre Carnot. Donc en fait, ça a de nombreux avantages pour vous, et notamment celui de ne pas avoir à recharger le Carnot tout de suite au bout de 2 mois d'utilisation. Ensuite, on arrive au positionnement du Carnot outil. Donc là, il n'y a pas de sujet, c'est sur le matériel, bien évidemment.
Et par contre, il faut absolument que les deux, le Carnot outil et le compteur Carnot, puissent se regarder, puissent être proches l'un de l'autre pour pouvoir transmettre correctement les données. Il ne faut pas que le Carnot outil soit à l'autre bout du matériel et tourné dans l'autre sens. Il faut absolument qu'il soit positionné de manière à pouvoir communiquer correctement et de manière la plus simple possible avec le Carnot. Une fois que vous avez positionné vos Carnot outils et les Carnot chauffeurs, bien évidemment, sur les porte-clés, hein, ça ne se met pas dans les poches, ça ne se met pas autre part, en fait, tout simplement, c'est sur les clés pour que votre chauffeur l'ait toujours avec lui, ou alors vous, si vous souhaitez enregistrer votre activité. Une fois que ça c'est fait, on va en fait commencer le paramétrage du compte, c'est l'association des compteurs Carnot au matériel sur l'application. Que ça soit sur l'application mobile ou sur l'application web, vous pouvez le faire, bien évidemment, sur les deux. Donc, on a revu le chargement du boîtier, c'est OK. Il s'est bien reconnecté. Vous les avez mis physiquement sur les matériels. Et maintenant, c'est l'association. Je vais vous repartager mon écran. On va retourner du coup sur le compte. Et je vais vous représenter en fait l'association de façon assez brève. Hein. De toute façon, je pense que pour la plupart, vous le connaissez déjà ou de toute façon, l'application est assez intuitive pour que vous compreniez le fonctionnement. Donc, du coup, les filles, vous me dites, je suis bien sur mon écran, sur mon partage, c'est bon, il n'y a pas de souci? C'est parfait. Nickel. Allez, donc du coup, on y va. Donc, l'association des compteurs Carnot au tracteur ou au matériel peut se faire de deux façons différentes, soit depuis l'onglet matériel, soit depuis l'onglet Carnot. Tout d'abord, donc depuis l'onglet matériel, c'est tout à fait simple. Hein. Vous allez vous rendre sur un matériel qui n'est pas utilisé, vous allez cliquer dessus et vous avez ici le bouton orange associé. Et là, vous venez sélectionner le Carnot que vous souhaitez associer à votre matériel. Même chose depuis l'onglet Carnot, que ce soit pour les Carnot ou les Carnot outils. Carnot outils, je vais y revenir après parce qu'il y a une petite subtilité. Donc Carnot, vous cliquez sur le premier boîtier donc qui vous vient. Donc voilà, celui que vous souhaitez connecter. Vous allez pouvoir également voir une information importante, c'est la date de dernière connexion. Donc, vous voyez, quand vous avez un Carnot qui a de la batterie, voilà, vous voulez être sûr qu'il s'est bien connecté dernièrement, c'est à cet endroit que vous pouvez vérifier aussi cette dernière connexion. J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, je le fais là maintenant. Voilà, donc là, on peut voir le 24 février aujourd'hui, donc à 12h16, le Carnot s'est bien connecté, il est bien géolocalisé au bon endroit. Donc, voilà, il n'y a pas de souci avec ce Carnot. On peut maintenant l'associer à un matériel. On clique sur le bouton, vous choisissez le matériel sur lequel vous souhaitez l'associer, la date de début. Généralement, on ne va pas mettre de date de fin puisque moi, personnellement, je ne sais pas lire dans l'avenir, à savoir à la minute près quand est-ce que je vais arrêter d'utiliser mon matériel. Donc, généralement, voilà, c'est facultatif comme c'est noté. On ne met pas forcément de date de fin. Et la date de fin sera imprimée en fait à partir du moment où soit vous allez désassocier le boîtier, soit vous allez l'associer à un autre matériel. Pour un rappel, on peut, tout ça c'est une petite astuce aussi, on peut toujours revenir en arrière sur une association, mais on ne peut jamais prévoir l'association du compteur Carnot dans le futur. Si vous avez besoin de modifier une association, vous voyez, vous avez l'historique ici d'affectation du matériel et du Carnot, enfin au Carnot, et vous allez, enfin du Carnot au matériel plutôt, et vous allez pouvoir ici modifier cette date en faisant glisser votre souris en cliquant sur le petit crayon orange. Et donc là, vous voyez, on va pouvoir modifier les informations qui sont notées. Si, par exemple, voilà, à la classe 108 Maxime, je me suis trompé, ce n'était pas le 27 décembre, mais c'était le 25, eh bien là, je vais pouvoir venir changer la date et on va recalculer la période supplémentaire que vous aurez imprimée au boîtier. Ensuite, au niveau du Carnot outil, et c'est la petite subtilité que dont je voulais vous faire part, c'est que le Carnot outil ne peut être associé qu'une seule et unique fois à un matériel. Et c'est pareil pour le positionnement. Le positionnement, donc quand vous avez des Carnot outils, vous voyez que c'est un double face à l'arrière. Donc voilà, c'est bien évidemment, je le dis, mais ça paraît logique, on ne peut le poser qu'une seule fois au risque d'arracher le Carnot outil. Et à ce sujet, au niveau du positionnement, j'aimerais faire un petit complément, c'est qu'il faut absolument vous assurer, enfin voilà, c'est une condition indispensable, que la surface du matériel sur laquelle vous allez coller le Carnot outil ou vous allez aimanter le compteur Carnot, il faut qu'elle soit propre, qu'elle soit le plus lisse possible pour justement éviter un décrochage du boîtier ou du Carnot outil et du coup qu'il puisse y avoir plus de dégâts qu'autre chose. En fait, tout simplement, il pourrait tomber sans avoir de problème ou vous pourriez très bien le perdre. Mais voilà, donc du coup, assurez-vous toujours que la surface soit le plus lisse possible et la plus propre possible. Une fois que vous avez associé les Carnot outils à vos matériels, vous allez maintenant vérifier une petite chose, c'est que les activations, c'est que les alertes soient activées.
on va faire un petit rappel au niveau des alertes. C'est que depuis votre compte Carnot, en fait, vous allez pouvoir vous rendre sur l'onglet Mon compte tout en haut à droite. Vous allez cliquer sur Paramètres. Et vous allez ici au niveau de Mes notifications, pouvoir vérifier l'activation ou non de certaines alertes. Tout d'abord, la newsletter. La newsletter, c'est quoi? C'est en fait un mail informatif qui vous permet de vous tenir du coup informé, comme son nom l'indique, des dernières évolutions. Des dernières nouveautés, voilà, n'hésitez pas vraiment à l'activer, c'est assez important parce que je pense que chez Carnot, on innove tout le temps, on est tout le temps en recherche d'amélioration, que ce soit pour le boîtier Carnot, enfin pour le compteur Carnot ou pour l'application web ou l'application mobile, voilà, on essaye tout le temps de suivre vos recommandations, vos remontées pour améliorer tout le temps la solution et il n'y a pas de meilleur moyen de se tenir au courant que la newsletter. Ensuite, vous avez l'alerte batterie. Donc, l'alerte batterie, vous allez pouvoir l'activer ou la désactiver en cliquant juste dessus. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 2 mails qui vous sont envoyés. En plus du témoin lumineux qui s'allume en rouge au niveau de la batterie, vous allez avoir 2 mails, donc à 20% et à 5%. Ces 2 mails vous sont envoyés, donc vous indiquent de recharger le boîtier, encore une fois, pour ne pas le laisser décharger à 0% trop longtemps. Vraiment, j'insiste là-dessus. Ensuite, vous avez l'alerte arrachement. Donc, l'alerte arrachement, donc tout simplement, c'est un mail qui vous est envoyé quand le compteur Carnot est décroché de son emplacement ou alors quand le bouton d'arrachement est relâché. Donc, à l'arrière du Carnot, vous avez un bouton pull-out. Donc, nous, on appelle pull-out le bouton d'arrachement. Une fois que vous positionnez le boîtier Carnot sur la surface métallique, il vient s'enclencher et c'est lorsqu'il est décroché que l'alerte va s'envoyer, que le bouton est relâché. Ensuite, vous avez l'alerte santé des Carnot. Donc, en fait, cette alerte santé, c'est ni plus ni moins que le diagnostic qu'on a vu tout à l'heure. Au bout de 48 heures, votre boîtier ne s'est pas connecté, que ce soit bénin ou pas. Vous allez recevoir un email avec les manipulations à faire et vous allez arriver sur le diagnostic qu'on a rempli tout à l'heure ensemble. Voilà, donc ça, c'est au niveau de la présentation de la remise en route des Carnot. Je vais attirer votre attention sur une dernière chose, c'est la présentation de la refonte de notre foire aux questions, notre centre d'aide en fait. Donc, peut-être que vous avez reçu l'email ou peut-être pas. Donc, en fait, comme indiqué dans l'email qui vous a normalement été envoyé, en fait, nous avons repensé notre centre d'aide pour qu'il soit beaucoup plus clair et beaucoup plus pratique. Chaque catégorie en fait traite d'un thème en particulier. On l'a voulu des thèmes, on a voulu des thèmes en fait de questionnement en fait tout simplement parce qu'on trouvait ça beaucoup plus logique au niveau du raisonnement que vous pourriez avoir. On a essayé de se mettre à votre place et se dire voilà comment on peut améliorer ça. Ben, on va en faire des catégories par type de questionnement en fait tout simplement. Donc, le but de ça, c'est que ça soit vous donner en fait plus d'autonomie. Nous, nos horaires, voilà, au niveau du standard, c'est de 9h à 17h. Vous, vos horaires sont parfois décalés. Vous faites des horaires avec des beaucoup plus grandes amplitudes. Donc, du coup, on doit vous donner les moyens de pouvoir être autonome sur la solution. Et le centre d'aide, c'est vraiment une façon d'être autonome sur notre solution. Par exemple, je vais prendre les questions fréquentes. Donc, c'est vraiment les questions que vous nous posez le plus, soit sur le chat, par mail, par appel. Voilà. Et donc, en fait, vous avez ici différentes questions. Vous avez, par exemple, comment modifie-t-on la largeur d'un matériel? Ça, c'est une question qui revient assez régulièrement. Et donc, en fait, voilà, voici la réponse, tout simplement. Donc, je vous laisserai en prendre connaissance. N'hésitez vraiment pas à noter aussi les articles. Ça, c'est important pour savoir s'ils sont pertinents ou s'ils ont besoin, justement, d'être retravaillés, d'être améliorés. Nous, ces articles, en fait, cette FAQ, ce centre d'aide, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, nous allons continuer en fait à l'alimenter donc avec des articles écrits ou parfois des vidéos, des captures d'écran, voilà, juste des gifs tout simplement pour vous aider encore une fois à gagner du temps et à être autonome sur la solution. Et en fait, à ce propos, pas plus tard que mardi, nous sommes allés en fait chez des utilisateurs Carnot pour prendre des photos de positionnement de Carnot outils. Donc, normalement, si je tape outils, comment bien placer vos produits Carnot sur un outil de travail du sol. Voilà. Et donc, du coup, voilà, comment bien positionner. Je pense que ça doit être celui-ci. On va voir. Non, alors, ce n'est pas celui-ci. Nous avons du coup un article, comment bien positionner, vous voyez par exemple sur vos produits Carnot sur un broyeur ou sur une épareuse. Donc voilà, Laura, notamment puisque c'est elle qui a écrit l'article, vous indique le bon positionnement en fait du Carnot outil sur votre broyeur. Et ainsi de suite, vous avez différents
articles qui traitent du positionnement des produits Carnot sur un certain type de matériel, que ce soit les broyeurs, que ce soit les outils de travail du sol. Voilà. On essaye d'alimenter ça assez régulièrement. Je vais revenir sur mon écran pour pouvoir faire ma conclusion. Voilà, je reviens dessus, donc c'est bon pour moi. Donc j'espère que tout était clair. J'espère que je n'ai pas été trop rapide non plus. Donc, du coup, en fait, n'oubliez pas, surtout, ça c'est un rappel et c'est vraiment le plus important et je voulais le faire à la fin pour vraiment attirer votre attention là-dessus. N'oubliez pas que Carnot, c'est un outil automatique mais qui nécessite quand même de vous l'approprier au quotidien. Il vous aide dans votre gestion de tous les jours. Carnot ne peut pas deviner à votre place, mais par contre, vous avez, vous, la main pour justifier un passage ou non d'un matériel. C'est à vous de valider en fait son exactitude. Par exemple, si vous avez travaillé une fourrière ou si tout simplement c'est une traversée de parcelle, Carnot ne pourra pas forcément faire la différence. Et c'est là où on vous donne la main pour pouvoir le faire. Donc, un petit coup d'œil de temps en temps, en fait, pour vérifier que tout va bien, ça ne fait pas de mal, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Et comme on dit, voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vraiment important de pouvoir consulter régulièrement vos données. C'est vos données, ça touche à votre facturation aussi. Donc, c'est important que vous ayez ce réflexe de pouvoir aller voir régulièrement ça. Et juste avant de passer au temps de questions-réponses qui nous est alloué, n'hésitez pas à surveiller vos mails aussi dans l'année parce qu'il y a d'autres webinaires comme ça qui vont suivre et qui traiteront de différents sujets. Alors, pas forcément seulement moi parce que je n'ai pas envie de vous bassiner non plus toute l'année. Je pense que j'envoie assez de messages sur le chat avec des petits rappels, des choses comme ça. Donc, ce serait bien que vous voyez des têtes un peu plus chevelues, on va dire. Et du coup, je voulais savoir, Linda, si jamais, est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat pendant la présentation qui nécessitent un développement là maintenant, ou alors est-ce qu'on peut passer au temps de questions-réponses, dis-moi. Non, on peut passer au temps de réponse si tu veux. Voilà, et ben magnifique. Alors du coup, ma présentation est terminée. Je vous remercie en tout cas de l'avoir écoutée. Et donc là maintenant, on peut passer aux différentes questions. Si jamais vous avez, donc c'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Après, généralement, les langues se délient. Donc vous n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, c'est maintenant. Je vous écoute. Alors, soit j'ai perdu tout le monde, soit non. Ouais. Je viens de me percevoir que je me suis connecté avec le nom de mon fils. Moi, c'est Yvonique Mongeau, le président de la CUMA de la Vallée de l'Orne. Oui, tout à fait. Bonjour, monsieur Mongeau. Moi, je voudrais savoir s'il faut que je m'adresse, auprès de qui il faut que je m'adresse pour faire des comptes complètement indépendants, c'est-à-dire que mes responsables d'outils n'aient pas accès aux autres outils de la CUMA. Par exemple, le responsable de rotative est accès co-rotative. Donc, il me semble que vous m'aviez dit que c'était en réflexion et que c'est finalement le point auquel je devrais faire attention, c'est si je fais comme ça, quand je devrais mettre, si je veux piquer un Carnot d'une herse rotative, par exemple, pour mettre sur un déchômeur, c'est vous qui le ferez, c'est pas moi. Oui, exactement, tout à fait. En fait, si vous voulez, à l'heure actuelle, officiellement, on ne gère pas les sous-comptes. Tout simplement, en fait, on ne gère pas encore la prise en charge par une seule personne d'un type de matériel avec un type d'adhérent bien défini, tout ça. Donc, du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, Monsieur Mongeau, c'est de vous rapprocher de votre formatrice pour qu'on puisse voir en fait comment on peut faire. L'idée, on a quelques clients chez qui on le fait, c'est vraiment très exceptionnel, mais on le fait. C'est qu'en fait, on vient créer des sous-comptes par type de matériel, tout simplement. Donc, on va faire CUMA de la Vallée de l'Orne déchômeur, CUMA de la Vallée de l'Orne herse rotative. Et donc là, en fait, on va venir ajouter donc, le responsable matériel qui est censé avoir l'alerte et qui est censé gérer spécifiquement. Voilà. Donc, Laura vous met le numéro auquel vous pouvez la joindre justement dans le chat. Donc, je vous laisse en prendre note si besoin. Et du coup, en fait, on va venir créer des sous-comptes. On va venir ajouter les responsables matériels qu'il faut. On va venir vous ajouter, vous, puisqu'en tant que responsable de la CUMA, vous avez un droit de regard sur l'ensemble des sous-comptes. On va ensuite ajouter les adhérents qui ont pris des parts pour ce matériel et pas forcément les autres. Comme ça permet aussi de répartir les adhérents en fonction des matériels que vous utilisez, et on va venir ajouter les Carnot. La seule petite subtilité, effectivement, c'est que les Carnot, vous ne pourrez pas les changer de compte vous-même. Vous serez obligé de faire un appel à Linda, à moi, ou alors à Laura, en fonction. Vous nous mettez un petit message sur le chat, vous dites, voilà, j'ai emprunté le Carnot de là, il faut le mettre sur tel autre compte à telle heure, à telle date, et je m'occupe, ou Linda s'occupe, ou Laura, en fait. Et du coup, pour le mettre, on vous répond, on vous dit que c'est fait. Il n'y a plus qu'à l'associer ou à le réassocier, comme je vous ai montré tout à l'heure, à la bonne date finalement, puisqu'on peut toujours revenir en arrière, et c'est reparti tout simplement.
Il faut juste qu'on cadre bien, c'est le nombre de sous-comptes qu'il vous faut, la répartition avec les matériels. Et en plus, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est déjà prendre les matériels qui sont déjà créés au sein de la CUMA pour les redispatcher sur les autres comptes. Donc, vous n'auriez pas ce travail à faire de recréer les matériels, sauf si, bien évidemment, ce sont des nouveaux. Donc voilà, donc je vous laisse vous rapprocher de Laura. Si jamais il y a lieu, vous avez noté son numéro, sinon il se trouve dans le chat sur le côté. Hein. Ouais, je le trouverai, je n'ai pas noté, je vous ai écouté, mais je trouverai bien, il n'y a pas de problème. Oui, je le vois, ouais, effectivement. Si jamais vous avez de quoi noter, je peux vous le donner là tout de suite. Hein, mais sinon, vous l'avez. Allez-y. Ouais. Alors, c'est le 06 36 21 89 61. Voilà. Donc, comme ça, vous avez le numéro de Laura si jamais il y a lieu. Oui, parce qu'en fait, je me suis aperçu, l'outil Carnot est génial, sauf que moi, en tant que président, j'ai vachement plus de boulot qu'avant. Et ça, c'est pas normal, c'était pas le but. Parce qu'avant, les responsables d'outils, ils prenaient les carnets, ils faisaient les comptes, ils envoyaient, ils m'envoyaient un double. Sauf que là, c'est moi qui ai tout. Alors, j'ai dû tout vérifier. Donc, c'est pas le but. Non, effectivement, vous avez totalement raison. Et c'est pour ça que je pense que les sous-comptes, comme on a envie de les faire, ça pourra aussi vous aider, vous, à vous décharger de cette responsabilité-là. Bien sûr, vous aurez toujours un droit de regard, c'est tout à fait logique. Mais c'est aussi aux responsables matériels de faire leur part du travail. Et comme vous le dites, Carnot, c'est pas là pour vous donner plus de travail, en fait. C'est là pour vous en retirer, ou du moins pour être serein là-dessus. Et le but, c'est aussi que les responsables matériels jouent le jeu ensuite, donc avec le paramétrage qu'on va faire, et qu'ils puissent, eux, être en toute autonomie aussi pour avoir si jamais s'il y a besoin. Je vois Madame Buguel. Je ne sais pas si Monsieur Mangeot en a répondu, du coup, est-ce que c'est bon pour vous? Nickel. Alors, du coup, Madame Buguel, bonjour. Donc, du coup, vous me demandez sur le chat, est-ce que vous avez des exemples pour mettre un Carnot avec un compteur de bottes sur une presse enrubanée Macal? Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, si c'est possible, je vous représente vite fait mon écran pour que vous puissiez comprendre en fait le fonctionnement de la presse. Du coup, je vous représente, j'attends, voilà, donc mon écran se représente. Je vais retourner sur mon compte, alors que je le retrouve. Non, c'est pas ça. Alors, ça va être ça. Et je vais vous inviter en fait à vous rapprocher de la foire aux questions. Donc, au niveau de la foire aux questions, vous allez trouver, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le centre d'aide. Vous allez taper le mot presse, tout simplement dans la barre de recherche, et vous allez arriver donc sur comment placer le capteur comptage en fait. Donc, comment fonctionnent les capteurs comptage aussi et comment les placer. Donc, ça va être intéressant pour vous. Vous allez vraiment voir en fait, en blueprint en fait finalement, en quoi consiste le capteur, comment ça se construit, comment on vient le brancher sur le Carnot, comment on fait le branchement, voilà exactement. Vous allez avoir différentes informations et des vidéos en fait tout simplement. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains articles qui sont alimentés de vidéos et donc là voilà sur un roundballer, au niveau de ça, vous allez voir comment le boîtier fonctionne, comment il est branché. Vous voyez, vous avez même un petit plan, on a mis sur le bras d'aiguille, etc. Et donc, si jamais cet article n'est pas assez clair, je vous invite, Mme Buguel, à vous rapprocher de votre formatrice. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je pense que du coup, ça doit être Cécile qui est votre formatrice. Et Cécile est présente. Et donc, elle reviendra vers vous si jamais il y a lieu pour le placement du capteur comptage ou si vraiment vous avez besoin d'autres explications, tout ça. Donc, vous avez réussi à les placer sur les presses, mais pas sur les presses enrubaneuses. Effectivement. Donc du coup, là, alors j'inviterai Cécile à revenir vers vous par rapport à ça pour qu'elle puisse revoir avec vous et qu'on puisse revoir le souci, en fait, tout simplement. D'accord? Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dites-moi. Oui, Jérôme Gobert. Oui, bonjour, M. Gobert, vous allez bien? Ça va, ça va. Dites-moi tout. Par rapport… c'est la rançon du succès, ça. Par rapport au capteur de la presse, hein, bon, moi je l'ai monté sur la porte. Hein. Ok. C'est vrai que le défaut… Oh, attendez, hop. On va raccrocher. Pardon. Il n'y a pas de souci. Je l'ai mis sur la porte et le souci qui se trouve, c'est qu'avec les vibrations, chaque fois que la porte se ferme, le capteur il tient pas. Alors bon, je l'ai coincé plus ou moins pour arriver à le faire. Et c'est vrai que j'avais demandé, alors je ne sais plus si c'était à Cécile ou Laura, si on ne pouvait pas le mettre sur le couteau de la presse quand il tombe.
pour peut-être à cet endroit-là, il y aurait moins de vibrations. Voilà. Effectivement, ouais, vous avez raison. Puis ça peut avoir parfois avec la porte aussi un petit effet rebond. Donc c'est vrai que ça peut potentiellement fausser ou alors ne pas compter correctement. Et là, vraiment, je vous invite à ce moment-là à revoir. Donc Cécile, elle est là présente. Elle va aussi revoir avec vous pour voir où est-ce qu'on peut encore mieux le placer. On a des collègues qui sont aussi agriculteurs et qui font de la presse et donc ils vont pouvoir aussi peut-être nous aiguiller là-dessus, alors voir directement avec vous là où ce serait le mieux pour le positionnement, effectivement. Là, moi, vraiment, c'est mon… Ah, ben, Rachel, vas-y, dis-moi. Magnifique. On peut éventuellement plutôt le mettre, si c'est possible, en haut de la porte pour qu'il y ait moins d'effet rebond. Si vous avez un emplacement pour pouvoir le mettre, au plus vous le mettrez en hauteur, au moins vous aurez cet effet rebond et normalement ça doit bien fonctionner. Effectivement, et puis encore, comme il sera plus proche de l'axe. Exactement. De l'axe de rotation. C'est ça, de l'axe de rotation. Ben voilà, merci de m'aider. Du coup, il y aura moins de vibrations aussi, il y aura moins cet effet rebond, je pense. Ok. Effectivement. Voilà, comme là, je dois le monter je vais monter un deuxième sur une deuxième presse et du coup, c'est pour éviter de le mettre au bon endroit, quoi. Voilà. Non, mais tout à fait, vous avez raison, et c'est le moment de revoir ça, effectivement. Donc, par contre, si c'est possible, Monsieur Gobert, ce serait bien de nous faire un petit retour si vous constatez qu'en haut de la porte c'est bon, pour qu'on puisse aussi nous le prendre en compte cette remontée et améliorer aussi l'article de la FAQ, justement pour préciser que s'il y a une porte, ce serait peut-être bien de le mettre sur le haut de la porte. Et voilà, on vous citera et voilà. Disons qu'il faut trouver l'endroit où il faut, parce que c'est vrai qu'en bas, c'était l'idéal, parce qu'il y a toujours quelque chose pour le fixer. Là-haut, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien. Voilà. C'est ça. Bon. Il y aura. Là, je ferai appel à votre côté bricoleur, du coup, pour pouvoir faire ça correctement et du coup, qu'on puisse voir. Par contre, aussi, s'il y a assez de longueur de câble, hein, c'est ça aussi. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une prise tout simple 220 qu'on met pour brancher la lave-vaisselle ou une machine. Et vous avez coupé les deux côtés. J'ai dénudé et j'ai mis une prise femelle de côté Carnot. C'est le Carnot comme je l'ai dans le tracteur. Du coup, j'ai mis une prise mâle de l'autre côté. D'accord. Voilà, ça fonctionne très bien. Ok, ça fait finalement rallonge électrique et ça vient ne pas perturber le signal, quoi, tout simplement. Vous voyez, je vous avais dit votre côté bricoleur. C'est nickel. C'est top. Dites-moi, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une autre question? Alors, il y a plusieurs personnes qui ont levé la main et en premier, il y avait Monsieur Berthomier. Ah, bonjour, Monsieur Berthomier. Oui, bonjour. C'est pour le CUMA d'Adrier dans la Vienne. Oui, je vous appelais, c'était pour savoir si on pouvait pas, on est trois à s'occuper sur le site des Carnots. Enfin, moi, je suis principal. Et le problème, c'est dès que je défais un Carnot d'un matériel, mes deux collègues reçoivent une alerte de décrochage. D'accord. Et même en mettant des dates inférieures à des heures inférieures, en mettant 5 minutes avant, il y a toujours une alerte santé. Et puis du coup, ils m'appellent comme quoi il y a un Carnot qui est tombé. Comment on peut pallier à ça? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, sur à partir du moment où en fait vous relâchez le bouton d'arrachement, là, je pense que ça va envoyer une alerte à un de mes collègues. C'est pas grave. Donc, à partir du moment où vous le relâchez, ça va forcément envoyer une alerte. Donc, à partir de ça, il faut voir si vous êtes vous le seul responsable des alertes ou pas. Et auquel cas, comme je vous ai montré tout à l'heure, en fait, dans votre espace de notification, vos collègues peuvent venir décocher en fait s'ils souhaitent les alertes. C'est malheureusement le seul moyen, c'est tout ou rien, en fait, tout simplement les alertes. Soit c'est activé, vous allez recevoir même quand vous décrochez, soit au contraire, vous ne voulez pas les recevoir, il faut qu'ils décochent. Ouais, même quand le Carnot est désassocié, il envoie toujours une alerte de décrochage. Oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, effectivement, ça peut être éventuellement une amélioration qu'on pourrait venir fournir, mais d'un autre côté, je me dis, si vous n'avez pas eu le temps d'associer le Carnot au matériel et que d'un autre côté, le Carnot, vous venez à le perdre tout de suite, l'alerte, elle se justifie quand même. Donc après, c'est vrai que malheureusement, on rentre dans un cercle vicieux où on se dit, voilà, c'est soit tout ou rien. Soit en fait on les active et vous les recevez à chaque fois, soit il les désactive et il n'y a que vous qui êtes responsable à ce moment-là. Si jamais vous voyez avec Monsieur Sourisseux, Monsieur Lardan, s'il souhaite effectivement avoir les alertes. D'accord, bon, très bien. Et puis, ici, une deuxième chose que vous pouvez me renvoyer, parce que j'ai 2-3 boîtiers Carnot que j'ai pas eu le temps de m'occuper, qui sont défectueux, qui ont pris l'eau. Envoyez l'adresse mail et puis comment on fait pour les renvoyer? Parce que ça, j'ai perdu encore. Bien sûr, non, il n'y a pas de souci, n'inquiétez pas. L'adresse email, c'est toujours la même qui termine par @orange.fr, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Ok, parfait. Bah, écoutez, on vous renvoie ça, il n'y a aucun souci. Linda qui est au SAV avec moi, elle est là sur le côté, elle va prendre. Je fais ça dans l'immédiat. Bah, nickel, voilà. Vous voyez, c'est réactif, donc du coup, on renvoie tout de suite. Monsieur Linois, je crois que vous avez levé la main aussi. Oui, oui, Merci. bonjour. Bonjour, merci de nous faire partager votre point de vue. C'est vraiment pas mal chez vous. Bon, je me suis mis dehors pour être plus au calme. Ah, vous avez l'occasion, nous, on n'a pas l'occasion ici à Lille. Oui, dites voir, oui, moi, c'est par rapport à la liaison Carnot. J'ai une liaison Carnot avec mon système de facturation, Isagri. Oui. J'avais remonté l'info à Cécile, je crois, qui au passage est vraiment très patiente. Ouais, parce que j'avais un problème, moi, sur les remontées. Moi, je voulais redonner les heures totales des machines en mouvement. Ah oui, effectivement. Donc pour avoir le temps précisément Vous, en déplacement. Par défaut, avec le système là, j'ai mes heures totales de machines qui remontent. Donc ça fait des sommes exorbitantes. Oui. Donc comme j'ai dit, nous on part du principe. Après, Cécile m'avait dit, ce qu'il y a, c'est que chaque personne a un usage bien particulier. Et c'est pour ça que je disais, il aurait fallu qu'on puisse choisir lors du transfert des données, la méthode de facturation idéale. Du matériel, quand on rentre la largeur du matériel ou quoi, qu'on puisse choisir quelles données on veut remonter. Oui, effectivement. Choisir l'hectare ou les heures, mais dans les heures, il faudrait choisir quel type d'heure on peut remonter. Effectivement, alors du coup, effectivement, Rachel est présente également et Rachel, en fait, elle est, nous maintenant, dans notre équipe, elle est chargée des remontées terrain, justement, et de la faisabilité auprès de l'équipe technique de ces remontées. Donc, je ne sais pas si Rachel, tu souhaites intervenir, mais je pense qu'il y a peut-être possibilité qu'on revoie avec Cécile pour reprendre un petit peu les informations, tout ça, et qu'on puisse peut-être te faire, toi, une remontée pour voir ce qui est possible de faire auprès de l'équipe technique. Je ne sais pas si Rachel, tu souhaites… Oui, tout à fait. Dis-moi. Tout à fait. Je pense que l'idéal, ce sera de refaire un point complet avec Cécile sur ce sujet, et puis on verra ensuite ce qui est possible, pas de souci. Oui, ok. Parce que j'avais appelé Isagri aussi. Alors Isagri me disait que c'était chez vous qu'il fallait que ça soit fait. Et bon, j'avais un peu… Oui, non, le but, effectivement, c'est pas qu'après, nous, on dise, c'est chez Isagri, machin, c'est qu'on trouve… Après, il y a le problème, comme disait mon prédécesseur, là, il y a eu des soucis sur les boîtiers. Moi, j'avais perdu des données l'année dernière. Oui. Et en plus de ça, comme disait le premier monsieur qui a pris la parole, on a investi là-dedans pour gagner du temps. Oui. Moi, la paperasse, voilà, peut-être comme certains collègues, c'est pas mon fort. Et cette année-là, il a fallu que je passe énormément de temps pour tout remodifier. Ouais. J'avais Isagri d'un côté et Carnot de l'autre. Il a fallu que je reprenne toutes mes données Carnot une par une pour remodifier sur ma facturation, alors que le système à la base est génial, quoi. C'est ça, mais c'est vrai que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle, et effectivement, oui. Avec les alertes santé maintenant, avec le fait de consulter régulièrement tout ça, c'est vrai que je ne peux pas vous promettre, moi, demain, qu'il n'y aura plus de soucis, ça reste de l'électronique, ça peut être suite à des pannes, mais effectivement, avec les alertes et notre activité aussi, voilà, c'est sûr que vous pourriez perdre, par exemple, 48 heures de données. Effectivement, là, malheureusement, c'est vrai qu'on essaye de faire au mieux. Toujours, voilà, je tiens à vous rassurer là-dessus. On est vraiment à l'écoute. On essaie vraiment de faire du mieux possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, je pense que là, le but, c'est, voilà, comme vous le dites, de vous faire gagner du temps et d'essayer de limiter aussi la paperasse. Et quand on a des outils qui sont interconnectés et qu'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans les rouages, forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, le but, c'est que nous, on va revoir ça aussi de notre côté par rapport surtout au choix de l'unité de contrôle que vous souhaitez faire et que ça remonte bien également du côté ISAETA. Hein. C'est ISAETA que vous avez, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse revoir ça. Donc, on va refaire un point complet avec
avec Cécile et Rachel et on va voir ce qui est faisable et bien évidemment vous tenir au courant par rapport à ça. Hein. Ouais, qu'on puisse commencer, je veux dire, la saison prochaine Sereinement. sereinement. Bah non, mais c'est ça. Et je pense que si vous avez ce souci-là, il y a peut-être d'autres clients qui sont pas forcément là aujourd'hui, mais qui auraient également cette remontée-là à nous faire. Donc, je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient levé la main? Oui. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui avait levé la main ensuite. Donc, je vous laisse prendre la parole au fur et à mesure. Alors, bonjour, c'est Iqbal de l'île Maurice. Bonjour. Bonjour. Je vous appelle de la compagnie Alteo et je viens de reprendre les activités de Carnet à Alteo. Ok. Alors, du coup, j'étais en train de faire des tests basiques pour voir comment les données sont remontées à travers des fichiers Excel et tout. Ok. J'ai noté une petite dysfonctionnement, je vais dire. D'accord, dites-moi. Alors, il y a un matériel qui travaillait hier avec un beacon dessus. Ok. J'ai le numéro de série, mais malheureusement, aujourd'hui, ça n'a pas ramené le tracteur qui le tirait exactement. Ça a ramené un autre numéro de tracteur. Donc, alors, ce qui s'est probablement passé, c'est que le beacon, il a scanné aussi autour de lui et donc il a scanné peut-être un ou plusieurs tracteurs avec munis d'un Carnot. Donc, tout simplement, moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un email, si c'est possible, à support@carnot.fr pour qu'on puisse posément regarder ça avec ma collègue Linda cet après-midi et revenir vers vous le plus rapidement possible pour vous dire voilà quelle solution on a par rapport à ça, tout simplement. Et si vous pouvez nous préciser, donc, c'est le numéro de série du Carnot outil qui a été utilisé et le numéro de série du Carnot sur lequel les données devaient remonter. Donc, peut-être que nous, on a juste besoin de les copier nous-mêmes à la main ou alors, voilà, il y a peut-être autre chose, mais il faut qu'on investigue là-dessus. Nickel. D'accord. Je fais ça comme ça. J'ai C'est toutes les gentil, informations. merci en tout cas. Je vous envoie tout ça et j'attends votre retour. Nickel, parfait. Et vous nous dites, voilà, sur quelle période aussi l'intervention aurait dû remonter environ. Hein. Donc là, si vous dites que ça arrivait hier, enfin voilà. Mais voilà, le plus d'infos possible pour qu'on puisse investiguer et trouver une solution rapide à ça. Parfait. Nickel, merci. Ensuite, dites-moi, qui est-ce qui avait levé la main? J'ai Monsieur Lehoucq ou Madame Ludinard? Je pense que c'était moi en premier, je vois là dans la liste d'attente. Bonjour, donc Clément Terdelin. J'ai une petite question. Alors moi, en fait, j'ai repris le dossier gestion terrain Carnot il n'y a pas si longtemps que ça. D'accord. Donc c'est un petit peu particulier chez Terdelin. C'est qu'on facture, l'année dernière, on facturait aux adhérents des prestations à l'hectare et à l'heure. Et il me semble que nous, on utilise ça sur des écapsuleuses, donc c'est des machines qui sont assez particulières et qui écapsulent des andins de lin. Et on n'écapsule pas les fourrières. Et je sais qu'il y avait Georges, mon collègue, avait fait remonter pour savoir s'il y avait possibilité de travailler sur des fonctionnalités pour avoir exactement les surfaces qui étaient faites, parce qu'en fait, on roule dans les fourrières, mais on ne travaille pas les fourrières. Et je sais que ça comptabilise quand même. Et j'aurais aimé savoir s'il y avait possibilité de soit des algorithmes ou autres pour qu'on puisse, nous, parce qu'en fait, à chaque fois, on retravaille les chiffres, on met des coefficients, on revérifie ce qu'on fait remonter les adhérents. Et pareil que les prédécesseurs, c'est beaucoup de boulot derrière les écrans. Ouais, effectivement. Ouais, je me permets d'intervenir, Damien. Bonjour Monsieur Lehoucq, c'est moi qui suivais le compte Terdelin avec Monsieur Vasseur. Donc si vous voulez, on pourra refaire un point ensemble parce que c'est vrai que sur la récolte du lin, c'est très très spécifique avec les recroisements et tout ça. Donc on pourra faire un point ensemble, mais effectivement, on a des méthodes pour catégoriser correctement les matériels, pour suivre ces différentes catégories et s'approcher au plus près de la bonne surface travaillée. D'accord. Mais si vous voulez, je vous enverrai un petit mail pour qu'on puisse prendre rendez-vous et refaire peut-être un point sur Carnot ensemble. Ok, très bien, ça me va. Merci. Bon, super. Merci. Madame Ludinard, dites-moi tout. Ah, vous avez posé votre question sur le chat.
Alors, du coup, vous avez dit, Laura, du coup, en filtrant par structure, je continue de visualiser toutes les parcelles enregistrées sur la carte. Qu'elles appartiennent ou non à la structure concernée. Le filtrage par culture serait-il envisageable? Mais nous avons énormément de données à traiter pour mettre ça en place. Ah, vous n'avez pas de micro, d'accord, je comprends mieux. Donc, effectivement, par rapport à ça, c'est vrai que moi, j'ai constaté ça aussi lorsque on filtre en fait dans les rapports pour expliquer à tout le monde ce que Madame Ludinard veut dire. C'est qu'en gros, vous filtrez dans les rapports, vous allez effectuer un filtre sur une exploitation, tout ça, et en passant sur le rapport cartographique, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, vous allez à nouveau être dézoomé, vous allez voir l'ensemble des parcelles de tout le monde. Et c'est vrai que je me dis que ce n'est pas pratique puisqu'en fait, on ne conserve pas le filtre. Donc moi, cette information-là, je l'ai faite remonter, si je ne dis pas de bêtises, à Rachel. Je vais d'ailleurs voir tout de suite ce qu'on avait dit par rapport à ça. Si jamais on en a pris connaissance. Alors, attendez, hein. Je me connecte en même temps. Alors, c'est un petit peu on va dire, du freestyle. Alors, je regarde en même temps. Madame Ludinard, c'est SRL Johan Lancelot. Hein, c'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Alors, du coup, magnifique. Je me connecte. Je regarde parce que je sais que vous m'aviez fait à moi cette remontée-là de mémoire et je me souviens avoir fait suivre. Du coup, je regarde ça. Et au pire, voilà, si jamais ça prend trop de temps ou que je ne trouve pas, bien évidemment, on va revenir vers vous par rapport à ça. Alors, j'avais effectivement, vous m'aviez envoyé un mail à ce sujet, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Du coup, il faut qu'on fasse un point avec Rachel, tout simplement, par rapport à la faisabilité avec l'équipe technique. Donc, du coup, moi, j'avais fait cette remontée. Je pense vous l'avez fait la semaine dernière, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc, bref. Donc, tout ça pour dire qu'effectivement, Cécile et Rachel sont au courant là-dessus. On va en discuter là juste après, je pense. Du coup, on ira manger avant, bien évidemment, mais on va en discuter là après. On va voir avec les développeurs la faisabilité de la chose, mais effectivement, ça me paraît logique de pouvoir conserver le filtre que vous mettez par rapport à une structure pour visualiser dans les rapports cartographiques par rapport à l'activité qu'il y a pu y avoir d'une structure. En attendant, moi, ce que je vous conseille, c'est malheureusement voilà, de patienter un petit peu, entre guillemets. Je ne sais pas que c'est la meilleure des réponses, mais en tout cas, on va regarder à ça là tout à l'heure et on va voir avec les développeurs. En fait, on va dire en soi, ça n'a pas l'air très compliqué, mais par contre, au niveau du développement informatique, parfois, ça nécessite beaucoup plus de choses et il y a peut-être beaucoup plus de choses qu'on ne voit pas forcément et d'interaction, notamment au niveau de la carte, tout ça. Donc, on revient vers vous rapidement, Cécile, Rachel ou moi. Et d'accord, pour le mois de mai-juin. Donc, j'espère que voilà, d'ici là, on aura trouvé une solution. Ça nous laisse un petit peu de temps, effectivement. Vous l'avez compris, le développement informatique, ça nécessite du temps aussi. Donc, du coup, on fait au mieux, en tout cas. Et on revient vers vous rapidement par rapport à ce sujet. Du coup, je ne sais pas si il y avait d'autres personnes qui souhaitent intervenir. Donc, bonjour Julien. Donc, c'est pour savoir sur un épandeur à fumier si le temps moteur en mouvement, ce n'est que quand l'épandeur épand dans le champ ou si ça compte aussi pour les voyages pour aller recharger hors épandage. Eh bien, écoutez, on va tout de suite faire une chose ensemble, c'est qu'on va aller vérifier ce que je veux. C'est que dans les parcelles. Hein. C'est que dans les parcelles, voilà. Et si jamais vous aviez un doute, ce que vous pouvez éventuellement faire, et voilà, c'est bien uniquement en parcelles, magnifique. Donc, ce que je peux éventuellement faire, c'est quand vous avez une petite question, en fait, tout simplement, on va prendre quelques instants pour retourner voir sur la foire aux questions. Donc là, je vais marquer aide.carnot.fr. Donc, une fois que c'est fait, je vais taper, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être unité. Et que signifient les unités sur Carnot, vous voyez. Et donc, vous avez l'article qui est très bien rédigé et qui va vous indiquer en fait ce que toutes les unités dans les rapports, ce à quoi elles correspondent. Et on peut voir que le temps moteur en mouvement correspond au temps de déplacement du véhicule en parcelle ou en corps de ferme. Les temps de pause de surplace ne sont pas comptabilisés. Donc, pour répondre à votre question, les temps de trajet ne sont pas inclus dedans, mais simplement les temps de déplacement dans le corps de ferme ou dans la parcelle.
Mais n'hésitez pas, voilà. Vous voyez, c'est typiquement un exemple voilà, sur lequel on peut répondre rapidement et dont, en fait, nous, on a déjà eu plusieurs fois la remontée, effectivement. Donc, on s'est dit, tiens, si on en faisait un article, parce que cette question, vous pourriez très bien, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, l'avoir en dehors des heures de travail et il faut qu'on puisse vous fournir une réponse parce que vous êtes devant l'ordinateur, vous avez forcément besoin d'avoir une réponse là rapidement, tout de suite. Et donc, du coup, c'est à ça que la foire aux questions, elle va vous servir énormément. Il n'y a pas de souci, à votre service. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dites-moi tout. Oui, par rapport à, vite fait, Non, par dites-moi. rapport aux petites plaques que vous avez dit là, pour fixer les carnotes, Yes. plaques métalliques, ouais. En fait, le mieux, c'est d'orienter le carnote, on va dire, vers une fenêtre, quoi. Alors, en fait, dans la cabine, ça pose pas de souci. Parce qu'en fait, vraiment, pour vous dire, en fait, on a un de nos fondateurs qui s'appelle Antoine Dequitte, qui est lui-même agriculteur dans le Nord, et en fait, qui a testé, en fait, tout simplement en le mettant dans la cabine, voilà, il l'a positionné, et dans sa cabine, voilà, on a fait plusieurs tests sur d'autres clients, d'autres adhérents, etc. Et en fait, du moment que c'est dans la cabine et que c'est orienté vers une vitre, ça va passer. Il n'y a pas forcément besoin qu'en fait, au niveau du montant, il soit vraiment orienté vers la vitre. Ça passe assez bien dans les cabines là-dessus, il n'y a pas de souci. À partir du moment où vous ne le mettez pas sous le siège ou que ce n'est pas dans une caisse à outils, dans la portière, ça passera. Il n'y a pas de souci. Donc vraiment, encore une fois, hein, vraiment, ces plaques-là, c'est fait pour vous faciliter le quotidien. Elles sont gratuites, encore une fois, je le redis. Et donc, du coup, ça va vraiment plein d'utilités pour vous, j'ai listé tout à l'heure. Et vraiment, voilà, vous le mettez dans le montant, en cabine, peu importe si c'est orienté vers la fenêtre ou pas, ce n'est pas un souci. Et ça fera le travail, quoi. Donc, ça, c'est vraiment super utile. Ouais, non, parce que oui, on m'avait dit de les mettre en cabine, justement, suite au problème qu'il y avait eu. Oui. Mais sur une machine, alors après, je sais pas, est-ce que le carnote était déjà endommagé? C'est peut-être pour ça que ça n'avait pas fonctionné, mais il y en avait un qui n'avait pas marché en cabine. Oui, effectivement. Alors, l'oxydation, en l'occurrence, c'est ce que vous avez eu comme souci sur les carnotes. C'est un processus qui peut soit être super rapide, voilà, ça fait un court-circuit, clac, terminé, ou alors ça peut prendre du temps parce qu'en fait, ça vient oxyder les pistes au fur et à mesure. Et tant que deux pistes ne se touchent pas, ça ne fera pas de court-circuit. Donc, c'est vraiment, ça peut être super lent. Ça peut vraiment prendre du temps et il se peut qu'il y ait certains composants qui soient touchés, qui ne soient pas forcément, entre guillemets, indispensables au fonctionnement. Donc, du coup, c'est pour ça que ça peut prendre plus ou moins de temps. Et à ce jour, quand on reçoit un boîtier qui est oxydé, je ne peux pas vous dire, malheureusement et très honnêtement, si c'est un processus qui a pris du temps ou pas en fonction de la gravité, de la quantité d'eau. Enfin, voilà, ça prend plein de paramètres en compte. Mais effectivement, ça peut être à l'origine de soucis, tout simplement. Et là, les boîtiers oxydés, là, ceux que je vous ai renvoyés, s'il y en a qui sont vraiment détériorés, ils sont remplacés ou? Bien sûr, bien sûr. Les boîtiers, quand ils sont oxydés, à partir du moment où le bouchon, encore une fois, était bien mis pour fermer le boîtier, c'est quelque chose qui est pris en charge par la garantie chez Carnot. Donc, dans tous les cas, et maintenant, ça ne doit plus arriver. Donc, du coup, on mène, nous, toutes les opérations nécessaires. Quentin Carnot, pour vous expliquer vite fait, et ça me permet de faire un petit point là-dessus, Quentin Carnot, maintenant, sort de notre process de validation. Ce qu'on fait, c'est qu'en fait, à la place, avant de le sceller définitivement, parce que maintenant, c'est un joint qui est scellé, qui est collé, en fait, et qui vient coller les deux capots. En fait, ce qu'on fait pour valider, nous, notre process avant de le faire, avant de le coller, on vient ici visser une pompe à air dans le boîtier, enfin, sur le boîtier. On vient l'immerger complètement dans l'eau et on injecte de l'air dedans. À partir du moment où il y a une bulle d'air qui va sortir, on va savoir que le boîtier n'est pas totalement étanche et on va reprendre l'endroit où ça bulle. En fait, à chaque fois, on va venir recontrôler, remettre de la colle s'il faut, on va venir réétanchéifier cette zone. Et tant que le Carnot n'aura pas passé cet ultime test qui est assez violent, on va dire, hein, parce qu'on immerge alors que ce n'est pas vraiment les conditions qu'on peut rencontrer, sauf peut-être dans le Nord-Pas-de-Calais quand il pleut vraiment très fort. Mais sinon, voilà, c'est l'ultime test qu'on peut avoir. C'est voilà, on met le boîtier dans l'eau, on injecte de l'air, il ne bulle pas, c'est qu'il est étanche, un point, c'est tout. Et donc, à partir du moment où le bouchon est bien fermé, ça fait le même office. Et donc, du coup, vous ne devriez plus avoir de problème avec ça. Okay. Surtout si vous les mettez en cabine derrière en plus. Donc là, il n'y a même pas de sujet, quoi. Ouais, ben... Quand c'est possible. Après, je pense à nos clients viticulteurs qui ont, par exemple, des cabines qui sont en plastique, voilà, où c'est compliqué. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on vous fournit quand même les plaques. Après, vous pourriez très bien mettre un adhésif derrière, double face. Enfin, il y a des choses à faire. Donc, du coup, il faut au maximum, voilà, le mettre en cabine, si possible.
Et juste une dernière chose par rapport aux épandeurs, la question qui était posée avant. Là. Oui. Quand le tas est en parcelle, moi j'ai constaté que le nombre d'épandeurs n'était pas juste. D'accord. Bah, écoutez, ça, en fait, la fonctionnalité du comptage d'épandeurs, c'est une fonctionnalité qui n'est pas définitivement fermée, donc qui est encore en travail chez nous aussi. On essaie d'améliorer constamment les algorithmes, hein, que ce soit d'ailleurs pour l'épandeur ou pour un autre. Hein. Mais effectivement, cette notion de tas en parcelle, il faut qu'on puisse correctement la prendre en compte parce que c'est un usage de terrain que vous avez. Et je voyais M. Gobert qui faisait signe de la tête. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un usage qui est, on va dire, quasi universel. Hein, que le tas soit, de toute façon, soit en parcelle, soit il est dans un corps de ferme ou sur le bord. Mais bref. Mais en tout cas, il faut qu'on améliore ça. Donc nous, Rachel est d'ailleurs présente encore, donc elle va en prendre note, on va regarder ça, on va faire la remontée aux développeurs pour améliorer toujours l'algorithme par rapport à ça, mais c'est important, et c'est important ces moments d'échange qu'on a, parce que justement, c'est le moment de nous faire remonter des choses et qu'on puisse en prendre compte, en fait, et qu'on puisse corriger ça. Je pense qu'on est à l'écoute, on est réactif, et justement, sans remonter de votre part, on ne peut pas, en fait, savoir s'il y a un souci sur le terrain ou pas. Et c'est justement l'occasion, et merci en tout cas de nous faire ces remontées-là, pour qu'on puisse améliorer, et pas seulement pour vous, pour les autres. Ok. Voilà. Merci pour votre réponse. Bah, merci à vous. Oui, Jérôme Gobert là. Oui, monsieur Gobert. Oui, mais je ne sais pas quelle est la différence qu'ils trouvent au niveau des épandeurs, parce que pour moi, c'est vrai que je suis quand même assez à un épandeur près, on en fait pas mal, mais on est assez précis quand même. Hein. Et les tas sont aussi en parcelle? Même quand les tas sont dans la parcelle ou en dehors de la parcelle. Ah. C'est vrai que quand on est en dehors de la parcelle, c'est vrai que c'est beaucoup plus précis, mais quand on a les tas dans la parcelle, on va dire, nous, on arrive à peu près à deux épandeurs près, on est au juste, quoi. D'accord. Et monsieur Linois, vous, la différence, elle est beaucoup plus faible? J'ai eu un chantier où il y avait mon chauffeur avait dû compter 4 épandeurs d'écart. D'accord. Mais bon, après, oui, en règle générale, on va dire. Oui, mais voilà, comme vous le dites justement, en règle générale, ça se passe bien et c'est parfois sur des petits cas particuliers où il faut qu'on comprenne exactement l'usage sur la parcelle. Alors, parfois, c'est tout simple. Hein. J'ai eu le cas il y a quelques jours, un client qui me dit j'ai compté qu'un épandeur et j'en ai 4 normalement. Je regarde un petit peu, je cherche et en fait, c'est tout simplement que la parcelle n'était pas dessinée en totalité. Parce qu'il arrive que vous, que ce soit Cuma ou que ce soit entrepreneur, vous puissiez travailler sur des parcelles qui ne soient pas déclarées à la PAC parfois comme cultivables. Donc, ces zones-là ne sont pas forcément détectées. Donc, c'est pour ça que je vous disais que le petit coup d'œil de temps en temps, c'est pas mal parce que moi, ça m'a permis de montrer au client qu'en fait, la zone, elle n'était pas détourée totalement. Donc, en fait, je suis venu dessiner complètement la zone et on a retrouvé les 4 épandeurs finalement. Donc, il se peut peut-être que ça soit la raison. Après, si vous voulez, on pourra reprendre du temps, soit Cécile, soit moi, soit Linda, pour revoir ça en fait avec vous, pour essayer de comprendre un petit peu ce cas de figure-là, parce que, comme vous le dites, justement, c'est sur une parcelle précise, j'imagine, à un moment précis. Et donc, du coup, je pense que on pourrait résoudre ça en fait facilement en se disant, tiens, c'est cette zone-là qui n'était pas détourée. Ah, d'accord. Voilà, ça peut. Après, je ne dis pas que c'est la solution. Oui, hein. Mais ça peut être. Moi, c'est l'exemple que j'ai le plus récent. Ok. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Dites-moi tout. Oui, mais moi, j'ai toujours le problème. Je vois Cécile. Bonjour. Et je vois que je ne suis pas le seul aussi. Ils ont été à des problèmes de remontée avec les boîtiers Carnot au niveau de la facturation. Et c'est vrai que moi j'ai Léa Manager. Et bon, j'attends des retours c'est plus Damien maintenant, ça va être Richard, je crois, de mémoire. Et j'attends le retour. Pour le moment, je n'ai pas eu de plus de renseignements que ceux qu'on a échangés l'autre jour. Voilà. Effectivement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand en fait il y a une interconnexion entre deux logiciels de deux sociétés différentes, le but c'est qu'on puisse travailler main dans la main. Alors, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on fournit, voilà, comme on vous l'a dit, hein, en fait, nos données, on les fournit à un tiers, et ce tiers
doit en fait récupérer nos données. Voilà, et en fait, chaque donnée, elle doit correspondre à une cache chez lui, etc. Et il se peut que le réglage soit pas bien fait, voilà, etc. Donc, ça nécessite une bonne communication de notre part aussi envers le prestataire et du prestataire envers nous. Donc, le but, c'est, comme on vous l'a dit, c'est pas de se renvoyer la balle, que ça fasse ping-pong. Non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il y a un client au milieu. Il y a quelqu'un qui cherche à facturer et qui cherche à gagner sa vie avec ça. Donc, du coup, il faut absolument qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça. Et comme vous l'avez dit très justement, vous nous appelez nous parce qu'en fait, on vient décrocher, on vient répondre au téléphone. Donc, nous, on fait l'intermédiaire aussi de l'autre côté. Donc, je serais curieux, comme je vous l'ai dit la dernière fois au téléphone, c'est que quand vous aurez réussi à trouver la solution, je serais curieux qu'avec Cécile, on puisse être au courant de la résolution de ce problème-là pour, au cas où ça viendra se représenter chez d'autres clients, qu'on puisse nous aussi avoir le bon discours et qu'on puisse s'orienter vers les bonnes personnes. Oui, oui, mais de toute façon, bon, c'est vrai que moi, j'attends avec impatience parce que moi, je leur ai dit aussi, parce que j'ai réussi à avoir quelqu'un à force au téléphone. Et c'est vrai que j'attends avec impatience qu'ils me rappellent parce que moi, je ne veux pas recommencer la saison, un peu comme on a dit l'autre jour. Je Non, veux bien pas sûr. recommencer la saison comme ça. Et c'est vrai que, comme M. Manjoie aussi disait, c'est qu'on a pris ça, c'est pour gagner du temps et on y passe plus de temps. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, l'outil, il est génial, mais il n'est pas réglé au maximum ou les gens ne l'utilisent pas. Enfin, les personnes tiers qui vont venir pour prendre les informations dessus, ou il y en a trop. Alors, c'est vrai que moi, l'autre jour, par exemple, moi, comme je fais du pressage, beaucoup de fenaison, et en pressage, on fait de la presse, on l'enrubane, où on a des diamètres différents. Vous avez le choix de pouvoir donner plusieurs unités, plusieurs diamètres, des prix tarifs différents. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est très bien chez vous, mais les comptes tiers ne savent pas les utiliser. Quoi, voilà. Ils ont trop d'informations et du coup, il n'y a rien qui remonte. Quoi. Voilà. Mais effectivement, et c'est là où je vous disais qu'il faut que tout le monde se remette en question, parce que ça peut être très bien nous qui communiquons pas correctement en fait sur ça. Peut-être qu'on ne parle pas aux bons interlocuteurs, peut-être qu'on n'a pas été assez précis. Donc du coup, il faut que nous on puisse voir aussi avec ISA-ETA comment eux ils récupèrent les données, comment ils les traitent et comment nous on peut aider à améliorer ça. Alors, je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas là pour tirer sur ISA-ETA ou quoi que ce soit, parce que nous aussi, on doit se remettre en question, on doit améliorer nos process, on doit communiquer mieux aussi. Donc, du coup, on va revoir ça de notre côté également pour justement vous satisfaire, parce que, encore une fois, vous êtes au milieu. Et comme vous l'avez dit, vous n'allez pas commencer la saison comme ça, comme l'année dernière, où ça a été compliqué. Mais du coup, pendant ce temps-là, c'est de la trésor qui ne rentre pas chez vous, c'est des factures que vous ne faites pas à vos clients, etc. Après, il faut courir après les clients pour les factures, pour leur donner, pour avoir les paiements et tout ça. Donc voilà, il faut qu'on puisse trouver quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours un client au milieu, qu'il y a toujours quelqu'un qui attend une satisfaction et c'est votre outil pour vivre, en fait, tout simplement. Donc c'est normal qu'on trouve une solution. Oui. Encore, ça serait gratuit, pardon. Ça serait gratuit, on ne vous souhaiterait pas, mais bon, on paye. Non, mais c'est normal. Le fait de payer aussi, on a nous des obligations, donc c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. Okay. Voilà. Ouais, puis par rapport à ce qu'il dit M. Gobert, c'est vrai que on va dire après, vous avez votre client en face, il faut rappeler tous vos clients en disant attendez, combien il y avait d'hectares, combien il y avait. Vous passez pas trop pour vous perdez en crédibilité pour être poli. Il dit votre truc là, c'est après j'ai expliqué que j'avais acheté des boîtiers connectés pour qu'il n'y ait pas de problème entre nous, parce que les surfaces de fauche, tout ça, il y avait tout le temps des écarts, il y avait tout le temps des problèmes. Tandis que là, les hectares, question de ça, à la mesure près, on est bon. Hein. Oui, tout à fait. Mais en fait, on a beaucoup de clients qui s'en rendent compte comme ça parce qu'en fait, tout simplement, parfois, vous avez un client qui va vous donner la surface PAC de la zone à travailler. Et en fait, votre zone, vous, de travail est un tout petit peu plus petite finalement. Et donc, du coup, vous pouvez facilement aussi expliquer ces différences. Ou alors, à l'inverse, quand vous avez un client qui est, on va dire un petit peu truand peut-être, ou alors qu'il fasse, c'est conscient ou pas conscient, mais vous pourrez lui justifier aussi, disant attention, moi j'ai 3 hectares en plus, au prix de l'hectare pour la fauche, ça fait autant en plus, quoi. Donc du coup, c'est un outil qui est censé être impartial et dans votre sens et dans le sens du client également. Donc du coup, théoriquement, encore une fois, comme ça fonctionne bien, quand il n'y a pas de souci, etc., que c'est bien réglé, c'est bien préparé, tout ça, vous êtes serein face à votre client quand il y a des réclamations aussi.
Donc, du coup, mais encore une fois, voilà, ça fonctionne correctement, donc il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai l'impression que ça se couvre un peu chez vous, monsieur Linois, non? Pourquoi il fait beau chez vous? Bah, écoutez, nous, il fait toujours gris hein, dans le Nord, il paraît. Donc, Oui, du c'est coup, vrai. vous voyez, ça luit un petit peu sur mon crâne. C'est qu'il y a quand même un petit peu de soleil, hein, mine de rien. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, dites-moi. Juste une petite dernière. Dites-moi, monsieur Ça Mangeot. rappelle, sur les outils de travail du sol, dans notre CUMA, on a 3 rotatives et puis des chômeurs. Ok. À quel endroit? Moi, je veux que ça comptabilise les recroisements, bien entendu. C'est-à-dire, si le mec il a fait 30 hectares, s'il est passé sur 35 parce qu'il a croisé, Oui. je ne sais plus où on clique, ou je ne sais plus à quel endroit. Outil de travail du sol. Quand c'est en outil de travail du sol, ça va compter forcément les recroisements. Ah, d'accord, ok, c'est tout. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Exactement, forcément. On ne va juste pas compter les demi-tours dans les bouts de champ parce qu'on a demandé à l'algorithme de savoir qu'en bout de champ, vous vous levez, vous remettez droit, puis vous retravaillez. Donc, juste ce petit demi-tour-là ne sera pas compté. Par contre, les fourrières seront comptées. Et si votre adhérent vient travailler 3 fois son champ, il est tout à fait logique qu'on lui compte 3 fois la surface. Ok. Voilà, Ok, merci, donc, c'est tout. outil de travail du sol. Parce que pour la fauche, ça ne marche pas. Si, pour la fauche, ça marche, ça compte bien le Pour la recroisement. fauche, il faut que je vois la catégorie. Alors, je ne sais pas si une de mes collègues a la réponse avant moi. Je vais regarder ça tout de suite. Donc, encore une fois, je n'ai pas forcément la science infuse non plus. Oui, non, mais il me semble que oui. Mais, parce que moi... je vous redis ça tout de suite. Alors, je vais regarder ça. Donc, je vais sur la FAQ. Matériel, voilà. Alors, je vous dis ça. Au niveau des recroisements, vous m'avez dit la faucheuse, il n'y a pas de recroisement qui est pris en compte pour la faucheuse. Il y a uniquement les matériels en divers et en travail du sol qui comptent des recroisements. Tous les autres ne le font pas. Tous les autres ne le font pas, oui, exactement. Merci. Pourtant, moi, les surfaces de fauche sont exactes, mais. Tant mieux. On recroise forcément même sur 9 mètres, on recroise forcément la faucheuse. On n'est jamais plein de faucheuses. Mais... Oui, tout à fait. Mais de l'autre côté, en fait, vous n'allez jamais faucher plus que la surface totale de votre parcelle. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne comptera pas de recroisement. En fait, c'est pas qu'on ne les compte pas, c'est qu'on les ignore, tout simplement pour la faucheuse. Donc, le but, c'est que quand vous faites 100% de votre parcelle, on vous indique 100% de votre surface travaillée. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, vous ne pourrez jamais trouver plus. Parce qu'en fait, c'est illogique dans le sens de l'algorithme, que ça soit d'ailleurs tous les autres, le semoir, le pulvé, tout ça, etc. Si on vous dit de faucher 20 hectares, il n'est pas logique que vous trouviez 22 hectares. Ou alors, c'est qu'il y a un litige, et là, à ce moment-là, vous savez revenir vers votre client en disant, en fait, il y avait 22 hectares, donc vous me devez 2 hectares de plus. Voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, dites-moi. J'en profite, Damien, peut-être pour dire que pour Monsieur Linois, on va avoir d'autres webinaires dédiés après à ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire si les thèmes vous intéressent. Mais fais ta publicité pendant mon webinaire, Rachel, je t'en prie. Tout à fait, j'en profite. Il n'y a pas de problème, Vas-y. Donc, voilà. On recevra des mails de toute façon. Oui, exactement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Vous avez bien suivi, monsieur Linois. Je suis content. Donc, vous allez recevoir les mails, effectivement, les mails de webinaire et d'inscription notamment. Vous avez vu comme Rachel a fait sa publicité pendant mon webinaire. Tous ceux qui participeront au webinaire de Rachel me reverseront bien évidemment un dividende. Exactement. C'est ça. Toi compris, Rachel. Hein, donc voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Dites-moi tout. On a répondu à toutes les questions sur le chat. Magnifique. Tu peux répondre peut-être à la question pour Monsieur Roche concernant la batterie, pour réinitialiser le pourcentage de la batterie. Alors, bonjour Luc. Alors, vous dites actuellement pour recalibrer un taux de recharge de batterie, donc j'ai actuellement un Carnot qui ne se connecte plus depuis le 11 janvier, qui est à 4% et d'autres se connectent mais affichent 0%. Donc en fait, ce qui se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, au niveau du lithium, c'est comme il n'aime pas être à 0% pendant trop longtemps, il se peut que la jauge ne soit plus calibrée. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'il faut en fait laisser les boîtiers se décharger.
En fait, nous, ça, ici, quand on reçoit des boîtiers, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on les laisse se décharger. Donc, nous, on a des moyens pour les décharger plus vite, mais voilà, il faut les stimuler, il faut qu'ils se déchargent vite. Ensuite, une fois qu'ils sont déchargés, vous allez les recharger complètement à 100%. Et une fois qu'ils seront à 100%, normalement, la jauge devrait se recalibrer. En fait, c'est tout simplement que les cellules dans la batterie, elles ne savent plus forcément si elles sont bien remplies ou pas. Et c'est ce qui fausse, en fait, la jauge de batterie. Donc, voilà. Donc, on les décharge complètement, on les recharge une fois. Si jamais, on le refait encore une fois. Parfois, nous, ça arrive qu'on le fasse 2 fois d'affilée pour certaines batteries. Et normalement, ça devrait se recalibrer. Si jamais ça se reproduit, Luc, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail ou alors à nous contacter. Et puis, on voit ça ensemble sans aucun souci. On va faire des promenades avec. En Autriche, hein, bien évidemment, puisque Luc gère l'Autriche. Du coup, il va se faire un plaisir d'aller voir les beaux pays d'Autriche. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Dites-moi tout. Sinon, on va pouvoir libérer tout le monde pour aller manger. Je vois des gens qui commencent à somnoler un petit peu. À mon avis, c'est l'hypoglycémie qui guette. Mais voilà. Donc, écoutez, si jamais vous n'avez plus de questions, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon appétit, bon courage surtout, et à très bientôt. Donc, vous n'hésitez pas à nous joindre sur le chat, par appel ou par email, et on se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Merci monsieur Gobert. beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Au revoir.